L'autre scène de cette grande guerre, c'est l'Afrique. De nombreux combattants africains ont perdu la vie lors de la Première Guerre mondiale. Avec nous sur ce plateau, Abel Boï, président des Forces républicaines. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Lansana Kouyaté, ancien Premier ministre de Guinée. Bonsoir. Bonsoir. Merci à tous les deux d'être en direct sur RT France. Quelle impression vous laisse cette journée de cérémonie? Quelle image garderez-vous de ce dimanche, Lansana Kouyaté? C'est toujours une bonne image quand des chefs d'État de tous les continents presque se retrouvent, quel que soit ce qui n'est pas fait, au moins ça donne un espoir qu'il y a un effort vers la paix. Et que les pays africains aient été invités, cela c'est la chose la plus normale, parce que l'Afrique a participé à cette guerre, à la fois en Europe, mais en Afrique aussi, on l'oublie souvent. En Afrique, parce que l'Allemagne avait des colonies africaines. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui pourrait paraître bizarre, c'est que le 11 novembre 1919, l'armistice a été signé. Et ça, la guerre s'est arrêtée avant le traité de Versailles. Mais en Afrique, la guerre a continué jusqu'au 25. Soit 2 semaines après, alors qu'il n'y avait plus, n'est-ce pas, de guerre ici. Ça continue en Afrique parce que la communication ou, si vous voulez, les intérêts particuliers se jouaient encore. Je dirais donc que l'Afrique a vécu plus de guerres en temps que, n'est-ce pas, les pays européens. Abel Boï, 16 présidents, quelques 16 dirigeants africains étaient présents aujourd'hui. Le symbole était fort pour vous ? Le symbole était fort parce que ça permettait d'avoir une représentation de ces 200 000 soldats de l'Afrique subsaharienne qui se sont battus pour l'armée française. On pourrait quand même rappeler, si je peux me permettre cette anecdote, qu'ils étaient appelés par certains dans les régiments les chocolats noirs d'Afrique. Et c'est vrai que c'est important de raviver leur image, même pour la jeunesse africaine, en fait, qui a besoin de s'identifier dans cette notion de patriotisme, d'engagement pour la nation, du don de soi pour manifester un effort pour aboutir à la paix en temps de guerre. C'était quelque chose de très important. Maintenant, il est vrai qu'il aurait peut-être été souhaitable qu'il y ait encore un plus grand hommage qui leur soit rendu, parce qu'il est vrai que dans toutes ces commémorations qui ont été faites, on peut quand même penser légitimement que l'Afrique n'avait pas la place qu'elle pouvait espérer avoir. Qu'est-ce que vous auriez attendu, aimé comme commémoration différente ? Pas forcément différentes, mais complémentaires. Je dirais peut-être que ces chefs d'État africains soient peut-être un peu plus mis en avant, qu'ils puissent avoir eu des prises de parole très fortes, qu'ils puissent, pour un rappel de l'histoire justement, et pour un message aussi qui puisse être envoyé à la jeunesse africaine, comme je le disais, parce que cette jeunesse qui attend, qui regarde l'Europe un petit peu comme le phare du monde, a besoin de retrouver une identification citoyenne forte. Mais Lansana Kouyaté, est-ce que finalement ces commémorations n'ont pas été occultées par la présence de ces 2 grands dirigeants que sont Vladimir Poutine et Donald Trump? Est-ce qu'ils n'ont pas fait un peu oublier les autres dirigeants? Il y en avait 70 au final. C'était prévisible, non? Quand on réunit autant de monde, il est souhaitable que tout le monde soit bien là et que les messages qui sont convoyés aillent dans la même direction. Mais vous savez, on est en géopolitique où les intérêts particuliers des pays jouent à fond. Et que ce soit la Russie, que ce soit les États-Unis, c'est 2 pays quand même qui sont membres permanents du Conseil de sécurité. Ce sont 2 pays qui ont pris part, autant que les pays africains, à la Première Guerre mondiale. Les États-Unis sont venus d'ailleurs très, très tard. Je rappelle que l'Afrique aurait perdu plus de 76 000 personnes. J'ai été à Verdun et mon premier intérêt, c'était de retrouver les noms africains. Mais les États-Unis n'ont pas perdu plus de 15 000. Donc, c'est vrai, la présence des 2 peut avoir occulté, n'est-ce pas, ce qui était attendu. Mais encore une fois, je dis que nous devons jouer notre rôle. Les Africains doivent jouer leur rôle comme il le faut, sans complexe aucun, pour prouver que nous avons participé, forcé ou non, à l'histoire de cette humanité. De l'époque soviétique, les relations entre les pays africains comme la Guinée, par exemple, et la Russie étaient bonnes. Pourquoi cela n'a pas duré ?
Ça n'a pas donné, ça ne pouvait pas donner, parce que c'était des forces centrifuges. Vous savez que la Guinée a été indépendante en 1958, c'était le premier pays indépendant d'Afrique francophone, et la Guinée d'alors a voulu avoir une coopération normale avec la France, ce qui n'eût été impossible parce que de toutes les façons le choc des deux représentants de France et de Guinée était un choc véritable. Et donc cela n'a pas marché. Alors, face au refus français de façon particulière, mais occidentale de façon singulière, la Tchécoslovaquie, la Russie sont venus vers la Guinée. Et il y a eu une coopération. L'entreprise la plus connue en Guinée à l'époque s'appelait OBK, Office de la bauxite de Kindia, et c'était russe, mais qui est revenu d'ailleurs après sous le nom de Rusal, et qui a existé jusqu'aux années 1911. Mais, cela dit, il y a eu un passage à vide. N'eût été cette coopération, les Guinéens auraient beaucoup plus souffert encore. Ces commémorations, Abel Boyer, est-ce qu'elles ne sont pas l'occasion, la possibilité de jouer une carte quant au rapprochement et au dialogue avec Vladimir Poutine ou Donald Trump? En théorie, oui, parce qu'à partir du moment où on parle de faire la promotion de la paix, lorsque l'on parle de commémorer justement un événement aussi important que l'armistice, lorsque l'on parle du centenaire, en théorie, on a besoin, mais on a vu qu'il y avait un contexte particulier. Je ne vais pas parler de crise diplomatique, mais au moins de tension suite aux déclarations de M. Macron, qui estimait qu'il était important que l'Europe puisse avoir une armée forte pour se défendre contre d'éventuelles menaces que représentaient les États-Unis, la Chine et la Russie. Nous savons comment Donald Trump a très mal pris ces déclarations et comment il a jugé que ses propos insultants. Et puis finalement, les deux ont opté pour un ton conciliant hier soir. Oui, bien entendu, parce que ce sont quand même deux présidents de la République qui n'allaient pas se chiffonner dessus et se donner dans un spectacle ridicule devant le monde entier. Mais on a vu quand même que M. Trump a fonctionné en roue libre pendant tout ce week-end. Et d'ailleurs, il me semble qu'il repart dès ce soir dans son pays. Il a fait du Trump, finalement. Est-ce qu'on pouvait attendre autre chose de lui? Ce n'est pas étonnant, mais il ne fallait peut-être pas le provoquer dans des déclarations qui pouvaient être maladroites. Parce que Donald Trump a tout de suite rappelé que les États-Unis étaient le plus gros investisseur financier de l'OTAN, ce qui fait que Emmanuel Macron a dû rétropédaler encore une fois en parlant de confusion et en étant d'accord sur le fait que la France doit revoir sa participation financière au sein de l'OTAN à la hausse. Est-ce que, Lansana Kouyaté, est-ce qu'il y a un fort potentiel d'échange entre la Russie et l'Afrique en termes commerciaux aujourd'hui? Je ne saurais donner un chiffre, mais je sais que de façon générale, l'Afrique est en train de casser, n'est-ce pas, les idées reçues. C'est-à-dire le monopole des anciennes métropoles sur les colonies. Et on ne pouvait parler de rapport entre un pays francophone sans la France. Aujourd'hui, il y a une diversification, que ce soit la Russie, que ce soit la Chine, que ce soit même le Vietnam. Et il y a une diversité. C'est maintenant aux Africains de savoir où ils vont. C'est à nous de dessiner, n'est-ce pas, le roadmap pour que véritablement nous ne restions pas dans cette économie de rente, que les uns et les autres viennent pour tirer seulement nos matières premières et aller avec, alors qu'on ne rentre pas dans l'ère, n'est-ce pas, post-industrielle, parce que le monde évolue, hein, on n'est plus à la phase industrielle. On est dans l'ère technotronique où il faut inventer des services qui sont puissants et qui sont dans le digital. Alors, dans tout cela, c'est l'Afrique qui doit savoir où aller. Mais si nous continuons à vivre avec la Russie ou avec un autre pays dans l'économie de rente, alors je crois que l'Afrique ne sortira pas de son sous-développement. Parce que vous parlez de diversité, on a quand même le sentiment que c'est surtout la Chine qui est très, très implantée sur le continent africain, là où la Russie a un petit peu plus de mal à trouver sa place. La Chine est le premier partenaire de l'Afrique, si je peux m'exprimer de la sorte, depuis 2009. Donc ce qui est vrai que ça attire l'attention des autres puissances un petit peu qui voient l'Afrique
un petit peu comme un précaré, parce que l'Afrique est quand même... Quelle autre puissance, pardon? On peut parler de la Russie, on peut parler de la France aussi, qui voit son influence reculer depuis un certain nombre d'années. On peut parler des États-Unis aussi, qui tient à quand même garder une influence certaine. Voilà, donc il y a toujours aussi... Et la présence de la Chine, ça agit comme un électrochoc finalement sur ces pays qui auraient peut-être pu s'en détourner à un moment? Ça agit comme un électrochoc parce que le gouvernement chinois s'est quand même engagé à investir beaucoup d'argent et avec la promesse de ne pas faire d'ingérence politique en fait. Et donc, ça, vous y croyez? C'est possible que la Chine... Pour quelle raison est-ce que la Chine compte tellement aujourd'hui sur le continent africain? Quel est son intérêt premier? Avant tout économique? D'abord, oui. D'abord, c'est économique, c'est certain. La Chine a besoin de matières premières. Elle a un appétit de pentagruel, pratiquement, sur tout ce qui se passe. C'est grâce à la Chine, notamment, que l'exploitation, enfin, la production de la bauxite est allée de 14 15 000, on est déjà dans les 47 000 millions, je veux dire, par an, ce qui est considérable. Et partout, la Chine investit, que ce soit dans les BTP, que ce soit, n'est-ce pas, dans les matières premières à exploiter, mais il faut que nous veillions sur les qualités, le standard normal, pour qu'il n'y ait pas de vices cachés dans tout ce qui est acquis. Cela est absolument important, je le dis franchement. Je n'ai rien contre la coopération avec la Chine, au contraire. Il ne faut pas reprocher à la mariée d'être trop belle, parce que nous avons reçu la Chine. Cela aiguise un peu le sentiment parfois d'incompréhension, parfois de jalousie, parfois même de revue de politique, pour qu'on ne reste pas à la traîne. L'Afrique est quand même un pays de combien de milliards d'habitants? On sera bientôt dans les 2,5-3 milliards. Et c'est beaucoup. En 2050, le Nigeria sera plus peuplé que les États-Unis, ce qui est déjà important. Donc, je ne reprocherai pas à la Chine d'être là. Mais il faut que nous sachions mener notre barque comme il faut pour que encore les lendemains ne déchantent. Est-ce qu'on peut craindre quand même, parce que la Chine représente un poids lourd, est-ce qu'on peut vraiment s'imaginer qu'elle puisse investir sur le continent africain sans, dans quelques années, vouloir s'ingérer davantage au plan politique? Écoutez, je crois que il y a le formidable livre que je disais tout de suite à mon frère, de Paul Kennedy. Toutes les superpuissances naissent de la même façon et disparaissent de la même façon. Création de richesses à l'intérieur, l'économie, la fierté d'appartenir à cette nation, et une fois que la richesse est acquise, on pense déjà à influencer le reste du monde. La Chine le fait, est à ce stade-là. L'une des plus grandes bases militaires à Djibouti, c'est la Chine. Et la Chine en a beaucoup dans le Pacifique déjà. Donc, petit à petit, elle va continuer à investir. Mais on ne peut investir sans chercher l'influence, bien sûr. Quand les Chinois, la question a été posée aux Chinois, pourquoi une telle base avec beaucoup de militaires, elle a répondu qu'elle a beaucoup de Chinois déjà en Afrique. Et qu'on ne sait jamais, il faut donc être prêt au pire, et puis pour essayer d'intervenir, etc. Voilà comment, depuis le XVe siècle, les pays qui sont ascendants, les pays, je dirais, qui veulent la superpuissance, partent d'un point à l'autre pour aboutir à l'interventionnisme. Lansana Kouyaté, ancien Premier ministre de Guinée, merci d'être venu sur ce plateau de RT France. Abel Boï, président de la plateforme citoyenne Les Forces Républicaines, merci à tous les deux, messieurs.